Mesdames, Messieurs, bienvenue donc sur ce plateau spécial, l'an 2 de transition au Tchad. Le thème choisi, les résolutions du dialogue national inclusif et souverain, mais aussi surtout les perspectives. Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux principaux acteurs du dialogue national souverain inclusif. Il s'agit du conseiller national de transition, M. Jacques Laougamay, et Armand Jokoltar, qui était d'ailleurs rapporteur général, adjoint du dialogue national, mais aussi président du directeur général d'Electron TV et vice-président du comité du suivi. Monsieur, bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Merci. Première question à vous deux. Quand vous êtes arrivé dans la salle du dialogue, quand vous avez fait votre entrée, quel a été votre sentiment en regardant, en voyant ce beau monde dans la salle? Monsieur le conseiller d'abord. Merci beaucoup de m'offrir cette très très bonne opportunité pour parler du dialogue qui s'est passé il y a déjà plusieurs mois. Moi, lorsque j'ai fait mon apparition dans la salle, mon sentiment d'abord, c'est un sentiment de fierté. C'est un sentiment de joie. Surtout que j'avais fait 5 mois à Doha et je suis revenu avec les frères et sœurs qui se sont emportés pendant un temps et qui ont accepté de revenir. Lorsque j'ai fait mon apparition dans la salle et que je les ai vus, alors là, vraiment, j'ai éclaté de joie et de larmes. Ouais. Parce que c'est pour la première fois qu'on peut voir un tel événement dans notre pays où ceux qui ont pris les armes et ceux qui sont restés sur place se retrouvent ensemble pour parler. Et vous, M. Armand, vous êtes même d'ailleurs rapporteur général du Présidium. Je dois dire qu'à ce moment, surtout le 20 août, j'étais dans mon rôle de président du comité technique d'organisation du dialogue. Et je crois que l'émotion était assez vive. Ce jour du 20 août, si je peux me rappeler, la chose la plus importante qui m'a pesé, c'est de vous constater que pratiquement tous les Tchadiens voulaient être dans la salle. Et aux différentes portes, on a eu des grands défis à faire passer les personnalités. Il y en a qui étaient passés, comme on le dirait, par les bails du filet. Et c'est une rencontre politique, mais aussi citoyenne, la plus grande de l'histoire politique de notre pays. Bien sûr. Comme le conseiller l'a dit, beaucoup avaient déjà prédit la non-tenue de ces assises. Et le fait que Doha durait, beaucoup y misaient pour dire de toutes les façons, il n'y aura jamais d'accord de paix. Et il n'y aurait jamais ces assises. Alors quand vous voyez une date comme celle-ci, et que vous voyez des Tchadiens de l'intérieur, de l'extérieur, de toutes les classes rassemblées, mais en même temps brûlant d'un ardent désir de parler du Tchad, le nouveau Tchad que nous voulons. Alors, c'était un rôle historique pour nous et c'était avec beaucoup d'émotion, mais aussi c'est une opportunité. Ah oui. Voilà, je pense, de participer, parce que dites-vous bien qu'on était en cette date-là, rassemblés 4 générations. Il y avait la génération des années 60, voilà. Il y avait la génération des années 90, il y avait la génération des années 2000, il y avait la nouvelle génération. Donc 4 générations dans une même salle pour parler du Tchad. Je crois que c'était un moment très important. Le sentiment de joie est partagé. Maintenant, comment vous avez eu apprécié l'organisation elle-même du dialogue, monsieur le conseiller? Bon, l'organisation, malgré un nombre pléthorique de personnalités invitées, à mon humble avis, l'organisation a été formidable. Vous êtes même membre du comité technique. C'est de la base que vous avez assisté jusqu'au bout. Alors, quelle appréciation? C'est clair que si on devrait refaire, comme le dirait le conseiller, on allait peut-être encore mettre un peu de regard critique dans la taille. Parce que beaucoup de ceux qui étaient là brûlaient de parler. Mais en même temps, la distribution de la parole était quelque chose de très pénible.
Il y en a qui prenaient la parole, mais qui ne pouvaient pas tenir tout ce qu'ils voulaient dire, parce que le temps, le chrono jouait contre eux. Mais en même temps, il y en a qui se sont inscrits des jours, mais pour obtenir la parole, ce n'était pas non plus facile. Et il y en a qui pensaient, peut-être, qui ont fini par croire que c'était une manière de les exclure de la prise de la parole, mais en réalité, le vrai défi était comment faire pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et on ne pouvait pas non plus facilement penser qu'il fallait aller par corporation, parce que de toutes les façons, chaque Tchadien pris individuellement devait prendre la parole de toutes les façons. Alors, restons toujours dans la salle. Est-ce que les débats étaient à la hauteur de l'événement, monsieur le conseiller? Bon, les débats à la hauteur de l'événement dépendent des sujets qu'on discute. Tout à fait. Puisque la plupart des débats tournent autour des problèmes sociaux et des problèmes de sécurité. Sécurité. Et comme vous pouvez le constater, que le débat soit élevé ou pas élevé, les sujets brûlants ont été traités. Les sujets brûlants qui sont, entre autres, selon les uns et les autres, le manque de partage de pouvoir, la mauvaise gouvernance, tout cela, ça a été mis sur la table. Et les gens ont discuté et c'est ce qui a abouti à des résolutions comme vous l'avez dit. On revient tout à l'heure. Mais sinon, en réalité, les sujets brûlants qui ont tenu le cœur des Tchadiens ont été débattus et exposés de fin en comble pour aboutir à ce que nous sommes en train de discuter. Oui, M. Armavou, vous êtes membre du présidium, vous avez dirigé le débat. Vous êtes satisfait des interventions? En fait, si je dois comparer les assises du dialogue avec la conférence nationale souveraine de 93, je vais tirer chapeau à la génération de 93, parce que le niveau des échanges était d'une qualité très impeccable et très pédagogique. Je constate simplement qu'il y a eu beaucoup de titubes. La jeune génération doit apprendre encore beaucoup de l'ancienne génération en ce qui concerne les questions qui concernent la gestion de la nation. On a constaté que par moment, il y avait des prises de parole, mais qui en qualité n'étaient pas... C'est logique. Voilà, qui n'étaient pas à la hauteur. Et en même temps aussi, c'est que puisqu'on était nombreux et puisque aussi la consistance manquait parfois dans certaines interventions, certains sujets comme le conseiller l'a évoqué tout à l'heure, la question par exemple de la gestion des ressources ou le partage du pouvoir ou ainsi de suite, ces questions-là ont été par moments évoquées avec beaucoup de passion, mais en réalité, on n'est pas allé très au fond pour dire comment on entendait résoudre ces problèmes. On était en train toujours de répertorier, de constater les mêmes choses, mais il manquait réellement de la consistance dans quelle est la démarche à mettre en place pour éradiquer un certain nombre de fléaux ou de phénomènes qui portaient préjudice à la cohésion ou au bien vivre ensemble des Tchadiens. Mais revenons sur notre thème proprement dit, parlons des résolutions de ces assises du dialogue national inclusif et souverain. Tout a été relevé dans un document. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui, vous qui êtes d'ailleurs maître de cet événement, de ce dialogue national, quelle analyse vous faites sur le document relevé, les résolutions, les différents points, monsieur Armand? Je crois que les résolutions sont à saluer. Parce que les résolutions ne sont pas simplement, je dirais, les conclusions des assises tenues du 20 août au 8 octobre. Il y a eu d'abord 23 pré-dialogues qui ont permis de pouvoir dégager les tendances en termes de résolution, mais aussi 15 pré-dialogues hors du pays. Les 23 étaient à l'intérieur du pays, les 15 à l'extérieur, en plus des assises de Doha. Donc, quand on fait tout un ensemble de remue-ménage pour faire la synthèse, on se rend compte que les problèmes abordés par les différents pré-dialogues étaient les mêmes et les conclusions étaient les mêmes. Aujourd'hui, je peux dire que les 200 quelques résolutions que nous avons, ou bien les recommandations et résolutions, sinon les 15 résolutions fortes que nous avons, traduisent fidèlement, je pense, les attentes des Tchadiens. Et c'est des attentes qui sont exprimées
sans détour. Sans détour, parce que je dis encore une fois de plus, il ne faut pas se situer seulement sur les assises du 20 août au 8 octobre, mais il faut repartir un peu au pré-dialogue, parce que c'est de là que les choses ont été déjà mises ensemble et les délégués qui étaient venus au dialogue devraient simplement donc se prononcer sur la cohérence, sur la transparence, sur la représentativité, mais aussi sur la feuille de route de la transition. Donc je crois qu'aujourd'hui, je peux dire personnellement, avec recul, que, il faut reconnaître que les Tchadiens, les experts qui ont travaillé, les Tchadiens ont de la compétence. Ce n'est que des nationaux qui ont travaillé ces documents. Ils étaient 300. Ils ont travaillé pendant 2 mois pour sortir les documents. Et ces documents ont été tous salués. Ce que tout à l'heure le conseiller a mentionné. La deuxième des choses, c'est de dire aussi que les axes étaient très bien identifiés. Oui. On est parti au dialogue avec 5 axes et on en est ressorti avec 4. Parce que les questions sociétales, étant des questions transversales, ont été donc un peu reparties sur les 4 axes principaux. Et les 4 axes aujourd'hui sont très clairs dans l'esprit de n'importe qui lirait les documents sur les résolutions et qui pourrait donc se poser la question, quel devrait être mon rôle? Et je pense qu'à ce niveau aussi, comme vous le dites, on y reviendra certainement. Oui, monsieur le conseiller, vous, quel est votre regard sur ces documents? Donc tout a été relevé, hein, les résolutions, avant d'arriver en détail un tout petit peu. Vraiment, à parcourir les 3 ou 4 documents fondamentaux qui sont sortis du dialogue, que ce soit la feuille de route, que ce soit les résolutions et recommandations, que ce soit la synthèse, quand vous parcourez, vous avez l'impression que voilà le problème des Tchadiens. Il suffit faut résoudre. Tout simplement de chercher à les résoudre. Ah oui. Parce que là, il n'y a rien qui a été occulté. Tout à fait. Tout est mis sur la table, tout est écrit noir sur blanc, tout est regroupé par axe, de telle sorte que un Tchadien averti qui lit ce document se rend compte que voici nos problèmes. Comment faire? C'est la seule question qu'il peut se poser. Voilà, comment faire justement. Et ce document d'ailleurs a tenu en compte de toutes les couches sociales, là, les femmes, la jeunesse, les personnes handicapées, bref, tout a été relevé. Est-ce que vous pensez réellement que ces points seront appliqués en 2 ans de transition? Bon, le problème de 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ne pourrait plus faire l'objet d'un débat dès lors que le dialogue, les conclusions sont souveraines et exécutoires. Exécutoires, oui. Ce qu'il faut retenir, c'est de planifier ces activités. Tout à fait. Et prioriser tout ce qu'on a donné. La priorité aujourd'hui pour le peuple tchadien, c'est de revenir à l'ordre constitutionnel. C'est ça la priorité. Et la paix aussi. Et la paix. Et si le Tchad arrive aujourd'hui, surtout les autorités de transition, arrivent aujourd'hui à organiser le référendum pour adopter engagé. La Constitution, Oui. Organiser les élections présidentielles, organiser les élections législatives et locales, oui. Vous voyez que même ce qui a été fait depuis plus de 60 ans ne pourrait pas égaler cette prouesse. Et c'est de ça qu'il faut regarder. Oui. Mais sinon, les problèmes sociétaux, le vivre ensemble, le problème de sécurité, c'est des problèmes qui restent toujours de manière permanente. Oui. Et on ne peut pas avoir un délai c'est pas possible. pour résoudre le problème de société, ou on ne peut pas avoir un délai pour résoudre le problème de sécurité, on ne peut pas avoir un délai pour résoudre le problème de vivre ensemble. Ça, c'est une construction et c'est un processus. Donc, en réalité, si on revient déjà à l'ordre constitutionnel, pendant les délais de 24 mois, il n'y a rien à dire. Vous partagez le point de vue du conseiller? Oui, je partage ce que le conseiller a dit. Je crois que
il y a des questions qui sont des questions sur la durée. Vous prenez la question de la relance économique, on ne fait pas de la relance économique en 2 ans. Mais on peut commencer la relance économique, on peut aborder les fondements. Et je crois que la feuille de route du gouvernement, qui a été donc la conséquence des résolutions et surtout du cahier de charges de la transition, dit qu'il y a donc 2 grands axes qui ont été présentés au Conseil national de transition, disons des axes prioritaires, comme l'a si bien dit le conseiller, le retour à l'ordre constitutionnel et la question de l'état de droit et de la sécurité. Maintenant, tout le reste, les résolutions sont exécutoires. Et donc, le chef de l'État s'est engagé aussi à la clôture le 8 octobre en disant que les résolutions sont exécutoires. Dès l'instant que c'est dit que c'est exécutoire, le mot consacré est un mot qui impose donc la mise en œuvre de ces résolutions. Et je crois que le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied à cela. Nous, au niveau du Haut Comité de pilotage, nous sommes en train aussi de nous organiser afin de pouvoir mettre en place, je dirais, l'instrument de suivi pour pouvoir informer le peuple, pour informer nos concitoyens sur l'état de la mise en œuvre. L'horizon calendaire qui a été retenu, de 24 mois, nous impose, encore une fois de plus simplement, de croire que nous ne pouvons pas continuer de transition en transition. Ouais, c'est pas possible. Et donc, il va falloir mettre terme à cela parce que l'État se doit de se planifier, l'État se doit de s'organiser, et ça c'est important, mais retenons que les résolutions sont exécutoires. Et que ce soit à l'horizon 24 mois ou au-delà de cet horizon, ce qui devrait se faire, se fera. Toutefois, il n'y a pas de date à retenir, à garder. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a tout le temps. Quand cela ne tienne, il faut retenir que la transition, elle est sur 2 ans. Sur 2 ans. Ça, c'est la transition. Ça, et au terme de cette transition, il faudrait qu'on consacre au moins 2 choses. Le retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi, n'est-ce pas, les questions de cohésion, de paix, de sécurité, que ces questions-là soient abordées, soient mises en œuvre et qu'il y ait, n'est-ce pas, des améliorations. Maintenant, il y a d'autres questions qui sont des questions transversales, mais aussi des questions sur l'horizon moyen terme et long terme, les questions de relance économique, les questions de développement, je dirais, un peu sur le plan industriel et tout cela. C'est un processus comme il a bien dit. Vous faites allusion parlant des questions transversales, exactement. Bon, je pense qu'il y a, par exemple, la question qui concerne le vivre ensemble. Oui. Cette question, comme il a déjà dit, ça fait plus de 60 ans que les Tchadiens essayent, n'est-ce pas, de juguler ce malaise-là, qui en réalité n'a pas été observé jusqu'à un certain passé, mais qui a commencé avec une recrudescence un peu bizarre, et aujourd'hui, ça devient quelque chose qui préoccupe et qui traumatise plein de Tchadiens. Comment faire pour éradiquer cela? Comment faire pour neutraliser cela? Et je crois que dans la transition, et nous sommes donc en phase avec des échéances qui sont des échéances référendaires et tout, nous croyons que les consultations qui se feront avec les Tchadiens permettront de dégager des solutions claires qui peuvent être même, peut-être à un certain niveau, constitutionnalisées sur le fait qu'il faut qu'on s'entende sur la répartition des ressources, mais aussi la répartition du pouvoir. Au-delà, comment faire à ce que, même au niveau décentralisé, il y ait donc une présence effective de l'État. De sorte que celui qui est en province ne pense pas qu'il n'y a que N'Djamena qui compte et que nous qui sommes en province, nous sommes des laissés pour compte. Donc, quelles sont les assurances, quelles sont les garanties? Et je crois que c'est ce travail-là qui est en train d'être fait dans cette transition. Espérons que d'ici l'échéance du référendum, des grandes tendances de consensus et surtout de cohésion pourraient se dégager. Maintenant, après le dialogue national, il y a eu un gouvernement d'union nationale qui doit s'atteler pour l'applicabilité des différents points de résolution. Est-ce que vous pensez que le gouvernement de Saleh Kizabo a bien démarré pour... Non, le gouvernement a plus que bien démarré, Voilà. puisque généralement, je fais d'abord observer que nous les Tchadiens, quand on veut faire le bilan, on prend le bilan à partir du sommet. On ne part pas du sommet pour faire le bilan. On part de ce qui a été programmé. Exactement. Et si vous regardez très bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui, sans pour autant entrer déjà dans le bilan qui viendra, vous avez vu que dès que le gouvernement a été mis en place, un programme
bien axial a été présenté au CNT. Le CNT a accordé son adhésion totale à ce qui a été programmé. Et tout de suite, le gouvernement s'est tourné vers la mise en application des résolutions. Les résolutions, c'est ça. Donc tout de suite, il y a le haut comité de pilotage qui a été mis en place, il y a le comité technique d'appui, il y a un comité indépendant d'évaluation, il y a un comité qui a rédigé la Constitution, qui a déposé même déjà le premier draft. Il y a partout des comités qui rédigent même les textes par anticipation. Le CONEREC, il y a la commission qui doit organiser le référendum a été mise en place, les démembrements sont en train d'être mis en place. En tout cas, le bilan, il est... On est en train d'appliquer les résolutions déjà. Nous sommes en train d'appliquer intégralement ce qui a été fait, mais seulement il faut le placer dans la durée. On marche, c'est pas un bâton magique où on va changer tout à la fois et le même jour. Mais on est en train de faire le pas. Et le gouvernement est bien parti. Vous êtes même vice-président du comité de suivi. Moi, je crois qu'il faut apprécier ce qui se fait. Il faut apprécier ce qui se fait parce que nous venons de loin. Tout à fait. La déclaration de politique générale du gouvernement qui a été présentée au Conseil national de transition a repris intégralement les résolutions et aussi a proposé les axes, mais en même temps sous le plan d'une feuille de route qui a été très claire. Et aujourd'hui, je peux dire que le gouvernement a eu même des décisions courageuses en ce qui concerne, par exemple, la relance économique. Maintenant, comment chacun de nous traduit et s'approprie? Parce que même si le gouvernement prend ses résolutions, même si le gouvernement prend des textes, même si le gouvernement prend des décrets, il faudrait que chacun, en tant que citoyen de la République, s'identifie dans son rôle par rapport à cette chaîne. Mais si je reste simplement et je pense que parce que le gouvernement a pris la décision, ça va s'appliquer de soi-même, ça ne s'appliquera jamais. Il faudrait que moi-même aussi je m'approprie cela et que je revendique cela pour une certaine applicabilité. Malheureusement, souvent nous sommes très attentistes et nous sommes aussi très alarmistes. Nous regardons tout beaucoup plus d'un œil négatif. On voit tout en noir. Disons que nous sommes en transition. Tout à fait. Donc le mot dit que c'est quelque chose de passager. La transition n'est pas une certaine éternité. Et dans cette transition-là, il va falloir que chacun joue son rôle. On ne peut pas, dans une transition, forcément être peut-être à 100% en train de faire les mêmes choses, mais dans une transition, il va falloir que la jeunesse s'interroge. Quel est mon rôle dans cette transition? Surtout que, je l'ai dit, il y a 4 générations qui sont aujourd'hui en train de travailler au chevet de ce pays, ce Tchad, pour arriver à ce nouveau Tchad que nous voulons. Alors, que ce soit les femmes, la question par exemple de cohésion sociale, il me semble que les femmes ont un rôle très important à jouer. Les questions qui concernent la relance économique, les jeunes ont un rôle très important à jouer. Mais il faudrait que nous nous saisissions de cela. N'attendons pas simplement de dire si le gouvernement est en train de faire ou ne le fait pas. Le gouvernement est en train de faire sa part. Et je crois que le rôle du gouvernement, c'est de créer le cadre réglementaire, le cadre administratif, de créer les mesures d'incitation, ainsi de suite. Maintenant, il faudrait que chacun de nous paye un prix. Et ce prix-là, j'ai comme l'impression que souvent on n'est pas prêt à payer. On est simplement beaucoup plus sur le banc, en train de regarder les autres en admirateur, mais aussi en évaluateur, en disant simplement, ils ne font rien. Et d'ailleurs, beaucoup disent, nous sommes persuadés qu'ils ne feront rien. Alors, si on anticipe de cette manière pessimiste sur les conclusions d'une transition, pourquoi les conclusions alarmistes devraient prendre la place alors que nous devons anticiper et dire nous devons de réussir cette transition? Et je ne pense pas que nous allons encore avoir des opportunités de ce genre-là plusieurs fois. Disons-nous que pour l'histoire politique de notre pays, on a eu toujours des opportunités de ce genre. Maintenant, au regard des leçons et des expériences du passé, mettons-nous debout à l'ouvrage, comme notre hymne le dit. Que chacun travaille. Si on ne veut pas travailler, ne nous attendons pas à ce que ce soit du miracle. Parce que le travail, c'est ça qui produit le miracle. Oui, le document d'ailleurs a parlé de la jeunesse, les femmes, une place de choix.
Et quel est votre point de vue sur la contribution de la jeunesse et de la femme dans cette transition? Vous, en tant que... Bon, moi, en réalité, la contribution des femmes et des jeunes, moi, je ne pourrais parler que sur l'angle parlementaire. Oui, sur l'angle parlementaire. Donc, aujourd'hui, lorsque vous voyez la configuration du Conseil national de transition, les femmes occupent les places de premier rang, les jeunes aussi. Et même dans le gouvernement. Et même dans le gouvernement, que le président Djegoltar va parler. Oui, mais au niveau, quand vous voyez aujourd'hui au niveau du Parlement, que ce soit dans les organes qui sont institués du bureau du Conseil national de transition, au groupe parlementaire, jusqu'à la commission, jusqu'aux organisations interparlementaires, les femmes sont au devant de la scène. Puisque, comme président des commissions, il y a 2 ou 3 femmes qui ont pris la tête des commissions. Il y a des femmes qui sont dans le bureau. Et aujourd'hui, chaque fois, que ce soit dans les débats, que ce soit dans le traitement des travaux parlementaires, la voix de la femme compte. Donc aujourd'hui, peu importe ce que le commun des mortels peut dire que les femmes sont comment, les jeunes, pour nous, au niveau du Parlement, les femmes et les jeunes sont privilégiés. Je crois que ce serait la même chose que je dirais. Aujourd'hui, les jeunes sont très, très, très présents. Je peux dire qu'au niveau du Haut Comité du pilotage, nous avons aussi des jeunes qui représentent donc les corporations qui sont citées et qui suivent avec nous, n'est-ce pas, la mise en œuvre. Au niveau du gouvernement, nous avons des jeunes qui sont dans le gouvernement et qui s'illustrent bien par une dynamique d'action et même qui intègrent, je dirais, un peu les réseaux sociaux dans l'action gouvernementale aujourd'hui. C'est quelque chose à saluer. Je peux citer le fait que semaine dernière, on a vu que le championnat national a été réactivé. Ce championnat qui a beaucoup joué dans la cohésion, n'est-ce pas, du Tchad. On pouvait se rappeler qu'est-ce que ça signifiait la zone 5, qu'est-ce que ça signifiait la zone 3, qu'est-ce que ça signifiait la zone 1. Et on avait un sentiment de fierté qui se développait. Quand ces plateformes ont disparu, je crois que cela a apporté un coup à la cohésion. Et le fait de les rallumer, c'est encore une opportunité de dire aux jeunes que c'est possible. Je crois qu'il faut simplement encourager. Et dans le cadre aussi de ce dialogue, cet échange entre le gouvernement et les parties prenantes au dialogue, il y aura probablement des conférences que nous allons aussi au niveau du Haut Comité de pilotage organiser en ce qui concerne le rôle des jeunes, la place des jeunes, la question de la citoyenneté qui aujourd'hui est une question préoccupante. Parce qu'il faudrait bien que les jeunes se considèrent dans leur plein droit de la manifestation de leur citoyenneté. On a comme l'impression qu'une bonne partie de la jeunesse pense qu'à un moment donné, les aînés vont les appeler pour vous dire, bon, venez, prenez, et puis non, ça c'est... Non, en fait, c'est une transition qui doit être une transition active et négociée. Et je crois qu'avec la mise en place du bureau de la coordination nationale du dialogue politique, j'ai vu que la génération des politiques a porté le choix sur des jeunes, des politiques d'une génération, je dirais, médiane. Donc ça envoie un message assez important. Et je crois que les femmes aussi, permettez-moi de dire qu'en fin 2022, les 2 premiers ateliers sur le suivi de la mise en œuvre ont été initiés par des femmes. N'est-ce pas? Donc les femmes jouent un rôle important et nous devrons, comme les résolutions du dialogue l'ont déjà spécifié, nous devons faire plus de place aux femmes dans les questions de résolution des conflits, je dirais, de cohésion sociale. Voilà, il faudrait qu'on les implique davantage. Donc, abordons un autre point, les ex-politico-militaires sont pris en compte dans les résolutions. Est-ce qu'ils sont satisfaits aujourd'hui? Bon, le problème de satisfaction est une notion difficile à définir.
Mais ce qui est réel, aujourd'hui, les ex-politico-militaires qui sont rentrés de Doha, si vous prenez le gouvernement, il y a 3 ministres et un secrétaire d'État, ça fait 4 au niveau du gouvernement. Au niveau du Parlement, ils sont 45. C'est d'ailleurs à un nombre assez important. Et même dans la sphère du bureau. Voilà. Et dans la sphère du bureau, ils sont 3 ou 4. Et au niveau des autres nominations, ils sont par-ci, par-là des PCA, ils sont des directeurs. Donc aujourd'hui, on peut dire que les politico-militaires sont vraiment pris en compte. Mais maintenant, ce qui pourrait peut-être être dit, c'est que c'est l'application point par point de l'accord de Doha qui pourrait résoudre le problème et donner une satisfaction. Mais comme le début a été amorcé, je crois que nous sommes sur les bonnes bases. Et quel est votre point de vue? Non, je crois qu'il faut reconnaître les efforts qui sont en train d'être faits. Ces efforts sont fournis tant par les ex-politico-militaires que par le gouvernement et avec surtout aussi, je pense, la présence permanente des hautes autorités qui ont été les garants de cet accord. Il y a du chemin à faire, c'est clair, parce que le mécanisme même de suivi de l'accord de Doha a été donc bien décrit dans les résolutions du dialogue et actuellement je pense que les premiers pas en ce qui concerne la mise en place du mécanisme de suivi particulier de cet accord de Doha sont en train aussi d'être élaborés et d'être mis en place. Naturellement, on ne pourra pas dire, comme le conseiller l'a dit, on ne pourra pas s'exprimer en termes de satisfaction, mais on devrait plutôt s'exprimer en termes d'avancées. On est sur des avancées et sur une gestion partagée, n'est-ce pas, de cette transition, parce que ça, c'était le plus grand désir exprimé, la plus grande attente des ex-politicos, c'est de participer, n'est-ce pas, à cette transition. Et je crois qu'ils sont en train de participer, ils sont en train d'ailleurs de jouer les rôles les plus importants et de s'inscrire dans l'histoire. Je crois qu'à un moment, on pourra certainement, dans le cadre du suivi, encore une fois de plus, relever ces points qui vont être présentés, mais qui permettront aussi de faire des inter-échanges avec les parties prenantes qui ont assisté donc au dialogue. À ce que je dois dire, il faut dire aujourd'hui que beaucoup a été fait. Et beaucoup est en train d'être poursuivi. Alors, quelle réponse vous donnez à ceux qui estiment que les résolutions ne sont pas appliquées, ne seront pas appliquées, les critiques, les observations, vous en tant qu'homme politique, en tant que conseiller, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Moi, je dirais simplement que il y a un pessimisme qui nous tue. Tout à fait. Nous avons l'impression qu'il n'y a que quelqu'un d'autre qui devrait venir faire du bien pour nous. Non. Et je crois qu'il faut qu'on se départisse de cela. Le Tchad est en train de faire des avancées. Malheureusement, je dirais que notre sens de citoyenneté et notre sens de patriotisme nous jouent des tours. Nous ne savons pas nous apprécier nous-mêmes. Nous ne savons pas lire nos efforts. L'accalmie, la paix relative que nous avons est certainement la conséquence de beaucoup d'efforts. Et quand on sait d'où nous sommes venus, quand on sait comment les uns les autres gèrent des frustrations traînées sur des décennies, il faudrait que chacun de nous se dise que si je ne me mets pas à la position qu'il faut pour apporter ma pierre de contribution, et si j'estime seulement que c'est les autres, parfois on pense même que c'est l'extérieur qui doit venir régler des problèmes chez nous, je crois que nous nous trompons. Dans cette transition-là, disons-nous que nous avons les atouts, nous avons les compétences, et nous pouvons faire ce que nous voulons faire pour nous-mêmes. Dans la préparation du dialogue, j'ai été émerveillé de découvrir que les compétences, elles sont, je dirais, elles sont le lot, je dirais, inestimable. Alors, il faut simplement que nous puissions croire en nous-mêmes et faire quelque chose. Les résolutions, il y a un début de mise en application. Et bientôt, nous allons avoir des rencontres d'information avec les différentes catégories de la population pour leur dire par rapport à telle ou telle résolution. Le gouvernement sera là pour dire qu'est-ce qui a été fait,
Et les représentants des parties prenantes pourraient aussi avoir l'opportunité de poser des questions. Qu'est-ce qui a été fait? Voilà, et je crois que le fait que vous nous invitez ici participe déjà de cet exercice d'évaluation. Et nous croyons que les médias pourraient apporter encore plus, n'est-ce pas, dans cette phase, pour permettre aux Tchadiens de voir que ça se fait. Par rapport à ces gens-là qui sont là. Moi, je crois, je peux schématiser ceci. Nous sommes en train de conduire une locomotive. Il y a certainement des dos d'âne, il y a certainement des feux rouges, mais les critiques, tout cela constitue les dos d'âne, les feux rouges. Mais les feux rouges ou les dos d'âne sont là pour garantir la sécurité de celui qui conduit. Ce n'est pas pour le détruire. Mais les critiques, il faut que les critiques soient des critiques constructives. Constructives, objectives, tout ça. Si nous sommes au volant et qu'on est en train de beaucoup filer, ou on file moins, mais il faut qu'on nous dise que voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de très bien faire, mais essayez de faire ceci, essayez de faire cela, au risque d'être en retard ou au risque de ne pas appliquer dans le délai ce que vous êtes en train de faire. Ça, nous sommes réceptibles. Mais dire qu'on ne pourrait rien faire, ça c'est vraiment... Il faut avoir une cécité politique pour aller jusqu'à dire que le gouvernement est en train de ne rien faire, en train de faire ceci, parce que l'appréciation d'une activité ou d'un événement dépend des lunettes que la personne porte. Tout à fait, tout à fait. Tout simplement. Mais sinon, aujourd'hui, le gouvernement est sur la bonne voie. Sur la bonne voie, justement. Alors, une dernière question. Rassurer la population tchadienne. Quel est votre dernier mot en direction de la population par rapport aux résolutions du dialogue national, par rapport à l'applicabilité de ces résolutions? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs? Comment vous les rassurez? Je voudrais dire encore une fois de plus à nos concitoyens que depuis le 8 octobre à la clôture du dialogue, une autre étape de la transition a démarré. Dans cette étape-là, des avancées considérables sont à relever, notamment la mise en place du haut comité de pilotage avec son comité technique d'appui et le cadre indépendant de suivi et évaluation. Nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir donc affiner et disposer d'un cadre référentiel qui renseigne sur l'état de la mise en œuvre des résolutions. Et je crois que cet outil va permettre un dialogue interactif entre le gouvernement qui est en charge de la mise en œuvre des résolutions et les parties prenantes représentant donc nos concitoyens qui ont assisté au dialogue. Nous sommes en train certainement de pouvoir donc miser sur des étapes de communication, de vulgarisation des conclusions du dialogue, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ignorent l'ensemble des résolutions et recommandations qui ont été, n'est-ce pas, prises. Mais des étapes de tournée, de vulgarisation, d'échange, mais aussi des formations pour l'appropriation. Et surtout, encore une fois de plus, pour l'identification des rôles des uns et des autres, parce que c'est important. Doivent être donc des étapes qui vont certainement être annoncées d'ici peu. Je veux simplement rassurer nos concitoyens qu'il est temps que nous puissions croire en nous-mêmes, nous faire confiance, mais aussi non pas une confiance aveugle, une confiance qui s'exerce à travers aussi des interpellations, de sorte que d'ici l'horizon 24 mois, que nous puissions au moins atteindre le retour à l'ordre constitutionnel et arrêter de naviguer dans l'impasse en ce qui concerne la transition. Monsieur le conseiller, pour finir? Non, ce que je voudrais dire à nos concitoyens, c'est que le pire a été traversé. S'ils comprennent bien, en avril 2021, personne ne pensait que nous serons en train de parler. Mais nous avions pu nous contenir. Nous avions organisé un dialogue. Et nous sommes sortis avec des résolutions qui sont en train d'être mises en œuvre. La seule chose qu'il faut faire,
c'est que chacun doit identifier là où il doit apporter sa contribution pour qu'on aboutisse à l'organisation du référendum, l'organisation des élections présidentielles et législatives qui pourraient permettre de mettre en place les institutions qui vont continuer la mise en application de ce qui reste. Et nous sommes sur une très très bonne voie. La trajectoire, elle est très bonne. Donc nous demandons à tous nos concitoyens de se mettre ensemble pour que nous conduisions notre bateau là au quai. C'est tout le monde embarqué dedans, dans ce bateau. Voilà, merci beaucoup. Pour rappel, chers téléspectateurs, nous avons reçu comme invité sur ce plateau pour en parler de l'an 2 de transition. Il s'agit du conseiller national de transition, M. Jacques Laongamay, et Armand Djukolta, qui est d'ailleurs vice-président du comité de suivi et président de l'Electron-TV. C'est un journaliste, c'est un journaliste qui est là avec nous. Merci à vous et merci, chers téléspectateurs. À bientôt, Inch'Allah, si vous le